Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur « Je souhaite valoriser mes compétences et mon expérience ». Bienvenue au lundi du CEP, qui sont justement des webinaires 100% gratuits, qui sont proposés en fait par un certain nombre d'experts et qui permettent de découvrir les dispositifs de l'évolution professionnelle. Alors, excusez-moi, je cherche à bouger la slide. Voilà. Donc, peut-être quelques règles avant que nous démarrions, nous rentrions dans le vif du sujet. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions via un onglet qui s'appelle « Questions ». Alors, j'ai déjà vu qu'il y a certaines personnes qui ont dit bonjour au travers du chat. Donc, vous avez le chat, mais juste à côté du chat, vous avez un onglet « Questions ». Et on vous invite plutôt à utiliser cet onglet pour poser vos questions. Comme ça permet de ne pas interférer avec les échanges qu'il peut y avoir directement sur le chat. Les lundis du CEP, donc comme nous vous le disions, concernent toutes les personnes et même au plan, je dirais, national. Vous êtes à la fois salarié ou indépendant et vous avez la possibilité justement d'accéder à ces webinaires sur différentes thématiques en lien avec l'évolution professionnelle. Et vous aurez la possibilité de retrouver en fait les différents replays ainsi que le programme complet des webinaires sur notre site internet qui s'affiche, que vous avez en dessous, donc www.mon-servicecep.fr/les lundis du CEP. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet donc important qui est comment on peut valoriser en fait son expérience et ses compétences. Et pour vous parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir Bénédicte Sabini, qui est conseillère en évolution professionnelle en PACA et à qui je vais laisser la parole et peut-être le soin aussi de se présenter. Du coup, moi-même, je suis Carole de Lampugnani, vous avez mon nom qui est juste en dessous. Voilà. Merci Carole pour cette introduction, cette présentation. Donc bonjour, Bénédicte Sabini. Je suis en effet donc conseillère en évolution professionnelle pour le réseau EVA PACA, pour la région sud. Et je vais en effet aborder avec vous la thématique de ce webinaire dans le cadre des lundis du CEP, qui est à savoir comment vous pouvez valoriser votre expérience et vos compétences. Donc déjà, la question que l'on peut se poser, c'est que quand on parle de compétences, de quoi parle-t-on? Donc quand on parle de compétences, on parle à la fois de savoir-faire, c'est-à-dire des tâches concrètes, des activités et des tâches concrètes. Pour en parler, on utilise des verbes d'action. Mais quand on parle de compétences, on parle aussi de connaissances, de tout ce qui est de l'ordre du savoir, c'est-à-dire ça peut être aussi bien des connaissances théoriques, des connaissances sur de la réglementation, des procédures à respecter d'un domaine d'activité en particulier. Mais dans tout ce qui est connaissance, cela fait référence aussi à l'utilisation d'outils spécifiques, de techniques particulières. Ça peut être aussi l'utilisation de langues étrangères. Et dans les compétences, nous parlons aussi de tout ce qui est de l'ordre du savoir-être, c'est-à-dire les attitudes, les qualités personnelles que vous pouvez mobiliser à travers les activités, tâches concrètes que vous réalisez. Une compétence est toujours rattachée à un contexte, que ce contexte soit professionnel ou extra-professionnel. Et il y a aussi l'idée de construction dans la réalisation d'une compétence. Pourquoi aborder la thématique des compétences? Pourquoi est-ce important de parler et surtout, je vais dire, d'identifier, de connaître ces compétences? Alors, il peut y avoir plusieurs utilités. Cela peut vous être utile
quand vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi. Bien connaître, identifier ses compétences, c'est bien les connaître et je peux à ce moment-là en parler en toute aisance et cela me permet de valoriser mes compétences et mon expérience face à un employeur et d'optimiser ma candidature. Mais ça peut être aussi utile si vous projetez une formation pour également identifier quels seraient vos atouts pour cette formation et identifier si vous avez les prérequis en termes de compétences pour intégrer cette formation. Repérer ces compétences, ça peut être aussi utile si vous souhaitez réfléchir à un nouveau projet professionnel. Si vous êtes dans une démarche de reconversion, identifier les compétences peut vous permettre de mesurer l'écart entre vos acquis d'aujourd'hui et les compétences qui seraient requises pour la future activité envisagée. C'est réfléchir aux compétences sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour mettre à bien un projet de reconversion et savoir quelles compétences vous pourriez donc transférer sur ce nouveau projet. Pour identifier vos compétences, pour pouvoir les valoriser, quel que soit votre objectif, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. On peut vous aider dans ce type de démarche. On va voir à présent comment il est possible de transformer ces compétences en diplôme. Alors déjà, quel intérêt y aurait-il de transformer ces compétences en diplôme? Toujours avec les objectifs précédemment cités, ça peut optimiser votre candidature si vous êtes dans une recherche d'emploi. L'expérience est un atout, mais les recruteurs peuvent aussi exiger que les candidats soient diplômés. Pour intégrer une formation, en termes de prérequis, il peut vous être demandé d'attester d'un diplôme, en tous les cas d'un niveau d'études. Et c'est là où l'intérêt réside de pouvoir transformer ces compétences en diplôme. C'est le cas aussi si vous souhaitez vous présenter à un concours de la fonction publique où systématiquement un niveau d'études est requis. Ce niveau d'études est différent en fonction du concours, bien sûr, auquel vous souhaitez vous présenter. L'utilité, ça peut être tout simplement, l'utilité de transformer ces compétences en diplôme, ça peut être tout simplement pour faire reconnaître vos années d'expérience. Si vous avez une expérience dans un domaine d'activité, mais que vous n'avez pas le diplôme en adéquation avec cette expérience. Nous allons voir comment vous pouvez obtenir une certification grâce à la démarche de validation des acquis de l'expérience. Alors, en VAE, nous parlons de certification. C'est en fait un terme générique qui désigne plusieurs choses. Comme vous le voyez, l'appellation est différente en fonction du certificateur auquel est rattachée la certification concernée. On parle de diplôme si la certification est rattachée au ministère de l'Éducation nationale, de la santé ou de l'enseignement supérieur. On va parler de titre professionnel si la certification est rattachée au ministère du Travail et de l'Emploi, aux chambres consulaires, c'est-à-dire chambre de commerce et chambre de métier, et si la certification est rattachée directement à un organisme de formation, puisqu'un organisme peut avoir ses propres certifications, on peut aussi parler à ce moment-là de titre professionnel. On va parler de certificat de qualification professionnelle pour des certifications qui sont rattachées à des branches professionnelles directement, comme dans le bâtiment, par exemple. Mais pas que, dans les métiers de bouche, on trouve aussi des CQP. Quoi qu'il en soit, ces différentes certifications sont accessibles par le biais de la validation des acquis de l'expérience.
il faut savoir que tous les niveaux d'études sont accessibles également par la VAE, que ce soit le premier niveau d'études qui correspond au CAP BEP jusqu'à un niveau qui serait équivalent à Bac plus 5. L'idée, c'est que pour un même niveau d'études, vous pouvez avoir le choix entre différentes certifications. La VAE, c'est quoi? C'est tout simplement un autre chemin que la formation pour obtenir une certification. Donc, pour obtenir une certification, il y a deux chemins. Le plus classique, on va dire, qui est le parcours en formation, et celui dont il est question aujourd'hui, la VAE. Quel que soit le chemin que vous entreprenez, c'est la même certification que vous obtenez en cas, bien sûr, de réussite de la démarche. Le chemin est différent quand on est sur un parcours de formation. Eh bien, vous allez suivre, dans le cadre de cette formation, des enseignements théoriques. Souvent, il y a des stages pratiques qui sont intégrés à la formation. À l'issue de ce parcours de formation, vous passez des examens et en cas de réussite à ces examens, vous validez la certification visée. La VAE, nous sommes donc sur le même objectif, mais vous vous appuyez sur votre expérience, votre parcours, à partir duquel vous identifiez et vous valorisez vos compétences, tous vos acquis. Et vous vous êtes évalué par un jury, et ce jury, en fonction de vos compétences et des expériences qui sont les vôtres, peut vous permettre d'obtenir la certification que vous visez. Donc, dans un parcours de formation, vous comprendrez bien que nous sommes dans une démarche d'apprentissage. Par contre, dans une démarche VAE, nous sommes dans une démarche de reconnaissance, même si, à travers cette démarche, vous pouvez continuer vos apprentissages. Alors, la différence aussi entre les deux chemins, c'est que le parcours de formation est linéaire, c'est-à-dire que vous devez avoir validé un niveau d'études pour intégrer le niveau d'études supérieur. Vous devez, par exemple, avoir validé un bac ou équivalent pour pouvoir intégrer une licence. Par contre, pour la VAE, quel que soit votre niveau d'études, tous les niveaux d'études vous sont accessibles. Vous pouvez très bien avoir un niveau d'études initial CAP, mais au regard de vos expériences et des compétences mobilisées, prétendre à un bac plus 3. Donc, comme je vous le disais, en VAE, nous parlons de certification. Que ce soit des diplômes, CQP, ou on a vu titre professionnel. Chaque certification est définie par ce qu'on appelle un référentiel. Référentiel de certification, référentiel d'activité et de compétences. C'est-à-dire que la personne, qu'elle passe par la formation ou par la VAE, pour obtenir cette certification, doit posséder les compétences définies par celle-ci et doit être en mesure, en capacité de réaliser les activités définies par ce référentiel. Donc, un référentiel de certification se compose de ce qu'on appelle bloc de compétences. De la même manière, vous pouvez définir votre expérience par bloc de compétences. Le bloc de compétences qui par exemple, concernera la gestion de la paix, pour donner un exemple. Et l'idée, c'est de trouver la certification dont les blocs de compétences correspondent le mieux à vos expériences et à vos compétences.
La VAE est inscrite dans le Code du travail. C'est un droit pour toute personne à partir du moment où elle est engagée dans la vie active. Et quel que soit votre statut, vous pouvez prétendre à une démarche de validation des acquis de l'expérience, que vous soyez salarié, sans activité ou travailleur indépendant. Aujourd'hui, les conditions d'éligibilité à la VAE, c'est de justifier à minima d'un an d'expérience, équivalent temps plein, dans le domaine d'activité que vous visez. Que cette expérience soit salariée, comme on vient de le voir, ou que ce soit une expérience indépendante. Vous pouvez aussi vous appuyer pour la VAE sur des expériences dans le cadre du bénévolat. Ces expériences, qu'elles soient en continu chez un même employeur par exemple, ou en discontinu, qu'elles aient eu lieu en France ou à l'étranger, l'important c'est de pouvoir les justifier. Donc dans le cas où il s'agit d'une expérience salariée, par des bulletins de salaire, des certificats de travail. Si il s'agit d'une expérience en tant qu'activité indépendante, l'extrait CABIS, et si c'est une expérience bénévole, ça peut être une attestation de l'association dans laquelle vous êtes ou vous avez été bénévole. Il faut impérativement, bien sûr, que l'expérience ou les expériences sur lesquelles vous allez vous appuyer pour la VAE soient en lien direct avec la certification visée. Alors, quelles sont les démarches pour entreprendre une VAE? La première étape, c'est d'identifier la bonne certification. Comme on l'a vu, la certification dont les blocs de compétences, dont le référentiel de compétences et d'activités soit le plus en adéquation avec votre expérience, vos expériences et vos compétences. Alors, vous ne trouverez jamais la certification qui correspond à 100% à vos compétences et à votre expérience, hein, parce qu'on parle, pour schématiser un petit peu, on parle d'une expérience pour aller, c'est-à-dire d'une pratique pour aller vers une certification théorique, conceptualisée, donc ça ne correspondra jamais à 100%. Mais on essaye de trouver la certification qui se rapproche le plus. Pour vous aider à identifier la bonne certification, à partir, bien sûr, de l'identification de vos compétences, vous pouvez être appuyé par un point relais conseil VAE qui se trouve dans certaines régions, pas dans toutes les régions de France. Pour savoir s'il y a un point relais conseil VAE dans votre région, vous pouvez aller voir sur le site qui vous est indiqué, www.vae.gouv.fr. Donc, c'est un interlocuteur VAE qui peut vous aider à identifier vos compétences et à identifier la certification la plus appropriée. Vous pouvez aussi faire appel à un conseiller en évolution professionnelle pour vous accompagner dans cette démarche. Une fois que vous avez identifié la bonne certification, donc en termes de contenu et en termes aussi de niveau d'études, l'étape suivante, ce sera de déposer une demande de recevabilité auprès du certificateur auquel est rattachée la certification que vous aurez choisie. On l'a vu, ça peut être une chambre consulaire, ça peut être un organisme de formation indépendant, ça peut être l'Éducation nationale, le ministère de la Santé ou autre certificateur. Dans la constitution du livret, vous pouvez aussi être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est une démarche donc administrative à travers laquelle vous allez indiquer la certification que vous visez et vous allez indiquer l'expérience ou les expériences à partir desquelles vous envisagez, vous allez vous appuyer pour la VAE.
Donc, ce livret, cette demande de recevabilité, vous l'envoyez au certificateur qui vérifie que vous justifiez bien des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire aujourd'hui, à minima, 1 an d'expérience en lien direct avec la certification visée et que vous pouvez justifier, parce que c'est aussi une démarche administrative, on vous demandera un certain nombre de pièces, dont, on l'a vu, des attestations d'expérience. Si le certificateur évalue que votre demande est recevable, c'est la 3e étape, à ce moment-là, à travers la constitution d'un dossier d'analyse de l'expérience. Donc, c'est un dossier qui est à constituer et à travers lequel vous allez décrire des expériences vécues, les expériences que vous aurez choisies pour identifier vos compétences. Parce qu'à travers la description de situations vécues, l'idée, c'est de pouvoir valoriser les compétences que vous avez mobilisées dans le cadre de ces expériences. Pour la constitution de ce dossier et pour la préparation au jury, vous pouvez aussi être accompagné par un centre d'accompagnement VAE spécialisé. Alors, l'accompagnement n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé, puisque les statistiques montrent bien que le taux de réussite est plus important quand il y a eu accompagnement. À ce moment-là, si vous bénéficiez d'un accompagnement, il s'agit d'un accompagnement méthodologique, c'est-à-dire que vous avez un interlocuteur VAE qui vous aide à structurer votre dossier d'analyse de l'expérience, qui vous aide à identifier, choisir les situations de travail ou autres à partir desquelles vous allez valoriser vos compétences et justement qui vous aide à décrypter à travers ces situations quelles compétences vous mobilisez. Cet accompagnement peut aussi prévoir une préparation pour le passage devant le jury, puisque c'est la dernière étape. Vous passez devant un jury VAE qui est souverain quant à la décision de vous valider ou pas la certification que vous visez. En fonction des certifications, en fonction des certificateurs, le passage devant le jury peut être différent. Il y a forcément un échange oral avec les membres du jury. Alors, les membres du jury sont... il y a plusieurs membres de jury. Il y a un représentant de la certification que vous visez. Il y a, alors en fonction de la certification, soit un enseignant, si on est éducation nationale, un enseignant-chercheur, si on est plutôt sur une certification d'études supérieures, ou un formateur si on est plutôt, par exemple, sur un titre professionnel. En tous les cas, quelqu'un qui connaît bien le référentiel de la certification que vous visez, puisqu'il enseigne sur cette certification. Et puis, parmi les membres du jury, vous aurez aussi un professionnel qui, comme vous, exerce le métier ou, en tous les cas, qui exerce dans le domaine d'activité visé, donc qui a un regard terrain et qui connaît bien le métier sur le terrain. Donc, il y a un échange oral avec les membres du jury, je le disais. Ces jurys auront pris connaissance en amont de votre dossier et sur certaines certifications, comme les titres professionnels, il y a en amont de cet échange une mise en situation, c'est-à-dire que voilà, vous êtes mis en situation comme si vous étiez à votre poste de travail, par exemple, où vous avez des consignes, une tâche à réaliser et le jury vous observe et ensuite vous échangez avec le jury sur cette mise en situation. À l'issue de l'entretien et de la mise en situation,
et après donc prise de connaissance de votre dossier, le jury soit vous permettra de valider la certification visée dans sa totalité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, vous obtenez la certification comme vous l'auriez obtenue via un parcours de formation. Mais le jury peut aussi décider d'une validation partielle. S'il estime que vous attestez de suffisamment de compétences pour tel ou tel bloc de compétences, on l'a vu tout à l'heure qu'une certification est organisée en bloc de compétences, mais que vous pouvez manquer de compétences pour tel ou tel autre bloc de compétences. À ce moment-là, vous avez une validation partielle, sachant que les blocs de compétences acquis sont acquis à vie. Alors, à vie, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils sont acquis jusqu'à ce que la certification que vous visez soit réformée. Parce qu'il faut savoir que les certifications sont réformées régulièrement, alors pas tous les ans, hein, ça peut être tous les 5, 10, 15 ans, mais si la certification pour laquelle vous avez obtenu certains blocs de compétences est réformée, vous perdez le bénéfice de ces blocs de compétences acquis. Pour valider les blocs de compétences qui vous feraient défaut, vous pouvez soit décider d'entreprendre une nouvelle démarche VAE après d'autres expériences qui vous auront permis de mobiliser de nouvelles compétences, ou vous pouvez aussi entreprendre un parcours de formation qui sera allégé puisqu'il ne concernera que le ou les blocs de compétences qui manquent. Le jury peut aussi décider de ne rien vous valider parce qu'il estime que, voilà, que la personne n'atteste pas suffisamment de compétences au regard du référentiel visé. Donc là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé tout au long, enfin à un moment donné de la démarche, soit il y a eu un mauvais choix de départ de la certification. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, cette étape est très importante et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cette étape-là. Il faut choisir une certification vraiment dont le contenu correspond bien à vos compétences et que le niveau d'études aussi correspond bien à vos compétences et à votre niveau d'autonomie et de responsabilité. Soit la personne n'a pas été accompagnée pour la constitution du dossier d'analyse de l'expérience, donc c'est pour ça que je vous encourage à être accompagné. C'est une étape aussi très importante et qui n'est pas forcément très facile à aborder. Ou alors la personne a perdu ses moyens devant le jury, c'est une étape aussi importante. C'est pour ça qu'une préparation au jury vous est demandée vous est proposée si vous êtes accompagné. La VAE peut avoir un coût. Elle peut concerner la recevabilité. En fonction des certificateurs, il peut y avoir des frais de recevabilité. L'accompagnement, si vous décidez d'être accompagné pour le livret d'analyse de l'activité, cet accompagnement a un coût. Il peut y avoir aussi, en fonction des certificateurs, des frais pour le passage devant le jury. Et après, il faut penser aussi à tous les frais annexes que peut induire la démarche en termes de déplacement, photocopie, etc. Pour financer la VAE, vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation, donc qui concerne les salariés et les indépendants. Vous pouvez aussi solliciter Transition Pro, qui concerne uniquement les salariés, mais qui peut prendre en charge aussi votre démarche VAE. Si votre démarche VAE concerne l'entreprise, vous pouvez aussi solliciter votre employeur pour financer en tout ou partie, dans le cadre du plan de développement des compétences, votre démarche VAE. Et pour les indépendants, vous pouvez vous rapprocher
vous pouvez mobiliser le fonds d'assurance formation. Vous pouvez réaliser la démarche de validation des acquis de l'expérience en dehors ou sur votre temps de travail. Alors, si vous faites la démarche en dehors de votre temps de travail, vous n'avez pas besoin de prévenir votre employeur, ça peut rester une démarche personnelle et confidentielle. Par contre, si vous souhaitez réaliser votre VAE pendant votre temps de travail, vous devez forcément obtenir l'accord de votre employeur et vous pouvez lui demander de bénéficier d'un congé VAE. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent demander à bénéficier d'un congé VAE pour donc se consacrer à l'accompagnement VAE. Alors, il faut savoir qu'il y a une expérimentation en cours et que la VAE, il y a un projet de réforme concernant la VAE. Donc, pour l'instant, nous avons quelques informations à vous communiquer, mais rien d'officiel puisqu'on attend, là on est encore en phase d'expérimentation et on attend la parution des décrets pour leur application. Donc, sachant que l'objectif de la réforme de la VAE est de pouvoir simplifier l'accès à ce dispositif-là, de pouvoir réduire les délais, puisque c'est vrai que c'est une démarche, comme je vous le disais, qui implique des démarches administratives, l'envoi du livret de recevabilité, la réponse suite à cet envoi du certificateur, la convocation devant le jury, tout ça, ça implique des délais. Et donc, l'idée de la réforme, c'est d'essayer de réduire ces délais-là. Et puis, il y a l'idée aussi d'adapter la démarche VAE à son temps, dans une logique de parcours et d'étendre la VAE pour toutes les certifications ou pour tous les blocs de compétences, certifications qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Donc, les quelques informations que nous avons sur la réforme. Le congé VAE, qui aujourd'hui de 24 heures passerait à 48 heures. On tendrait vers une fluidité, une optimisation du jury avec une garantie délai de 2 mois, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. Il y a pour certaines certifications des retards. L'idée aussi, c'est de créer un service public national de la VAE. Ce service public contribuerait à l'information, la promotion, l'animation et le suivi de la VAE avec un portail national qui serait dédié à la VAE. L'accompagnement serait élargi et il pourrait commencer dès la constitution du dossier d'admissibilité. Et l'idée, c'est aussi que la VAE devienne accessible à tous, que ce soit un accès universel, avec la suppression de la durée minimale d'1 an qui est exigée aujourd'hui dans le domaine d'activité visé, et avec l'idée d'étendre aussi à toutes les expériences en rapport avec la certification, y compris le bénévolat. Même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres conditions, nous n'avons pas les détails. Avec l'idée aussi de simplifier la démarche administrative avec un dossier plus simple. Donc voilà, concernant la VAE, la démarche de validation des acquis d'expérience, et concernant aussi la réforme en cours. Donc, merci Bénédicte. Est-ce que vous m'entendez? Alors moi je t'entends en tous les cas, Carole. Donc là nous allons
Si tu m'entends, c'est qu'on m'entend. Non, ça va. Oui, on va peut-être profiter là de la présentation que tu as faite sur la validation des acquis pour poser les quelques questions que nous avons dans la rubrique questions. J'en profite aussi pour préciser que ce qui va suivre, c'est une information sur Cléa et nous terminerons avec le conseil en évolution professionnelle. Voilà, parce qu'il y avait plusieurs questions au sujet de ce sur quoi porter en fait ce webinaire. Donc, il y a une petite question qui concerne la période, lorsqu'une personne est en période de transition professionnelle, une dame demande s'il vaut mieux commencer par une VAE ou un bilan de compétences. D'accord. Alors, les deux démarches sont complètement différentes. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est l'élaboration d'un projet professionnel. Et on vient de le voir, l'objectif d'une VAE, d'une démarche de validation des acquis, c'est de pouvoir valider une certification. Alors, commencez par l'un ou l'autre. Soit vous avez déjà en tête un objectif, c'est peut-être pas le cas parce que vous parlez d'un bilan de compétences, mais la VAE serait à entreprendre si vous avez déjà en tête un objectif. Je vais reprendre un exemple qu'on a vu au cours de cette présentation. Si vous avez l'objectif de passer un concours et vous savez que pour vous présenter à ce concours, vous devez justifier d'un niveau d'études Bac+2 alors que vous avez aujourd'hui un CAP, là, la VAE peut être un bon moyen pour pouvoir répondre à ce prérequis. Si par contre, vous n'avez pas d'objectif précis, si vous êtes dans une démarche de transition, comme vous le disiez, si vous n'avez pas de projet professionnel construit, identifié, il vaut mieux d'abord envisager un bilan de compétences qui vous permettra d'élaborer un projet et peut-être que, dans le cadre de ce bilan, vous allez aborder la question de la VAE qui deviendra peut-être un moyen pour atteindre votre objectif. Voilà. Merci Bénédicte. On a une question aussi sur le fait que l'ensemble des diplômes ne sont aujourd'hui pas forcément tous accessibles par la VAE. C'est une question concernant justement le diplôme d'infirmier et savoir comment faire pour passer le diplôme d'infirmier par la VAE. Alors, donc, c'est vrai que toutes les certifications, je l'ai mentionné, mais très brièvement, sont inscrites sur le RNCP. Donc, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. C'est en accès libre, hein, vous pouvez très bien le consulter par vous-même. Et c'est vrai que là, voilà, vous allez retrouver toutes les certifications qui existent. Et c'est là où vous pouvez vérifier si la certification qui vous intéresse est éligible ou pas à la VAE. La majorité le sont, mais certaines ne le sont pas, comme c'est le cas pour le diplôme d'état d'infirmier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et encore, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, est-ce que réellement, le diplôme d'état d'infirmier, est-ce que Carole, je peux ouvrir un onglet sans parasiter quoi que ce soit ou tu le fais toi? Parce que j'ai un doute, parce que je sais que le diplôme d'état d'infirmier IBOD, en bloc opératoire, si je ne dis pas de bêtises, est accessible par la VAE. Donc, est-ce que le diplôme d'état d'infirmier, de soins infirmiers généralistes l'est? Ce que je te propose, c'est qu'on fait la recherche et puis on continue peut-être à avancer parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes là pour aborder l'ensemble des autres sujets. Allez. On a encore quelques questions, donc on fait la recherche et puis on apporte la réponse. Il y a une petite question, je ne sais pas si tu es en mesure de parler des VAE hybrides. Parce que ça, c'est plutôt en lien avec les expérimentations là, qui sont menées actuellement avec la réforme.
Non, je ne serais pas en mesure de l'aborder. Oui. Ah, ouais. Voilà, il y a en effet des expérimentations qui sont actuellement menées qui permettent d'avoir des parcours plutôt à la carte dans lesquels on peut mixer des parcours VAE avec des parcours de formation sur différents formats. Ça reste une expérimentation, donc on sait que ça a l'air d'aujourd'hui fonctionner plutôt bien et ça va d'ailleurs dans le sens de ce que la réforme souhaite mettre en place, hein, c'est-à-dire de pouvoir non seulement moderniser l'accès à la VAE, mais aussi la simplifier et aussi sécuriser en fait les transitions sur la VAE. Et c'est vrai qu'à ce stade, ne faisant pas nous partie de l'expérimentation, nous ne pouvons pas vous en dire plus sur le sujet. En tout cas, c'est l'idée. L'idée, c'est de pouvoir aller vers cette VAE hybride et de pouvoir mixer justement différents formats avec différents parcours à la carte. Tout à fait. On avait une question aussi, et je pense que sur la VAE, ce sera la dernière, concernant le refus d'une demande de congé, validation des acquis, puisque tu disais tout à l'heure que la VAE pouvait se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail. Oui. Et donc, la question concernait… Donc voilà, la question c'est, est-ce que l'employeur peut refuser une demande de congé VAE? Alors, je pense que l'employeur peut refuser une telle demande pour des questions d'organisation de service. Donc, l'idée, peut-être, c'est avant de formaliser la demande, c'est de l'aborder en amont pour que votre employeur puisse anticiper et prévoir vos temps d'absence, le cas échéant. Merci Bénédicte. Peut-être on te laisse continuer du coup sur le… Donc, on va poursuivre. Je vais maintenant aborder le certificat CLEA, qui est un autre moyen pour identifier et valoriser ses compétences. Donc, CLEA s'adresse en priorité à des personnes pas ou peu qualifiées. Le certificat CLEA, c'est permettre de valider 7 champs de compétences qui sont la communication en français, savoir utiliser des règles de base en calcul, savoir utiliser aussi l'informatique et le numérique, mais aussi valider sa compétence à travailler dans le cadre de règles définies et en équipe, de travailler en toute autonomie. Il permet aussi, ce certificat CLEA, d'évaluer votre capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et de maîtriser les gestes et postures de l'hygiène et de la sécurité. Tout ceci dans un contexte professionnel, hein, puisque ces 7 champs de compétences ont été définis dans un contexte professionnel pour pouvoir valoriser ces champs de compétences dans ce cadre-là auprès d'un employeur. Il y a différentes étapes pour valider le certificat CLEA. Une première étape qui est tout simplement une étape d'évaluation sur les 7 champs de compétences que l'on vient de voir. Pour trouver un centre évaluateur, je vous invite à cliquer, à aller voir sur ce site www.certificat-du6cla.fr/contact. Vous pouvez donc trouver un centre évaluateur qui sont organisés sur toute la France. Cette évaluation vous permettra d'identifier vos points forts par rapport au domaine de compétences que nous avons mentionné. Et si vous réussissez entièrement l'évaluation, vous obtenez le certificat CLEA que vous pouvez ensuite valoriser dans votre démarche de recherche d'emploi. Ou pas que, comme on a vu pour la VAE, ça peut aussi avoir d'autres objectifs. Si vous envisagez une formation, ça peut être également utile de valoriser ces champs de compétences, ou si vous êtes dans une démarche de transition d'orientation professionnelle. Si, suite à l'évaluation, vous ne validez pas chaque champ de compétences,
vous pouvez ensuite entreprendre un parcours de formation sur les champs de compétences qui seraient à acquérir ou à perfectionner. Et à l'issue de ce parcours de formation, vous pouvez vous représenter à l'évaluation CLEA et valider le certificat en cas de réussite. Donc voilà pour le certificat CLEA. Carole, je ne sais pas s'il y a des questions concernant spécifiquement CLEA. Non, il n'y a pas de questions sur CLEA. Donc, nous allons pouvoir poursuivre sur la présentation du conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc, comme je le disais, nous sommes le réseau EVA-PACA et nous nous adressons aux salariés de droit privé et aux travailleurs indépendants. Le conseil en évolution professionnelle est un service public, donc dans ce cadre-là, il est gratuit. Il vous garantit une confidentialité dans les échanges et une neutralité aussi quant aux informations qui vous seront délivrées par le conseiller en évolution professionnelle que vous rencontrez. Nous sommes implantés un petit peu partout sur le territoire, sachant que nous pouvons vous accueillir tous les jours de la semaine avec des plages après 17 heures si besoin et aussi des possibilités de prendre rendez-vous le samedi matin. Donc, nous sommes là pour vous accompagner à faire le point sur votre situation professionnelle dans le cadre d'un premier rendez-vous, mais je vais le développer plus loin, et le cas échéant, vous accompagner dans votre stratégie d'évolution professionnelle. Donc, nous adressons, comme je le précisais, aux travailleurs indépendants et salariés de droit privé, mais en fonction de votre statut, vous êtes rattaché à un autre opérateur. Pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, en plus du réseau EVA, vous avez les réseaux qui s'affichent à l'écran, c'est-à-dire BGE, Axis, le conseil en évolution professionnelle. Alors par contre, je n'arrive pas à le lire. Carole, si tu peux m'aider. Nous avons aussi Réunion Évolution et Antea. Pour les personnes qui ont un statut cadre, votre interlocuteur privilégié sera l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi. Pour les personnes en situation de handicap, Cap emploi. Et enfin, pour les moins de 26 ans, les missions locales. Donc, nous avons pour mission, comme je vous le disais, de vous accompagner, ceci tout au long de votre parcours professionnel en fonction de vos besoins. Si vous avez un projet d'évoluer professionnellement, si vous souhaitez développer des compétences, entreprendre une formation, si vous êtes plutôt dans une démarche de reconversion ou de transition professionnelle, nous pouvons aussi vous accompagner dans ce type de démarche. Si vous avez une problématique liée à la santé au travail ou si vous vous questionnez sur votre sens au travail, quant à votre travail, nous pouvons aussi vous accompagner sur ce type de problématique. Si vous souhaitez reprendre ou créer une activité. Si vous voulez être informé sur les certifications professionnelles, si vous voulez être informé plus en détail sur la VAE, par exemple, nous pouvons vous accompagner. Si vous vous questionnez quant à un équilibre entre votre vie personnelle et vie professionnelle, ou si vous avez un projet de mobilité en interne de votre entreprise ou en externe. Donc, vous êtes reçu dans le cadre d'un premier rendez-vous qui vous permet d'exprimer quelle est votre demande et en fonction de celle-ci, nous identifions vos besoins. Ce premier rendez-vous vous permettra d'accéder à un premier niveau d'information, que ce soit sur les métiers, sur l'offre de formation,
sur les dispositifs de financement, sur le marché de l'emploi. Tout cela, bien sûr, en fonction de vos besoins. Et avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous identifierez les démarches qui vous seront possibles et utiles pour la poursuite de votre parcours. Et à l'issue de ce premier rendez-vous de conseil, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui, celui-là, vous permettrait d'accéder à toute information utile pour l'élaboration et l'analyse de la faisabilité de votre projet et d'être accompagné dans la construction d'un plan d'action et pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, quels que soient vos besoins concernant, donc, on l'a vu, une démarche de transition professionnelle, de mobilité, de réorientation ou de VAE, ou simplement si vous souhaitez faire le point sur votre situation. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous via ce numéro unique qui est non surtaxé, donc le 09 72 01 02 03. Nous pouvons répondre à votre appel, comme vous le voyez, tous les jours de la semaine de 8h à 19h et le samedi matin de 9h à midi. Vous pouvez aussi passer par notre site internet mon-cep.org pour prendre rendez-vous. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation et je me tourne vers Carole pour savoir s'il y a des questions supplémentaires, que ce soit sur la VAE, CLEA ou peut-être sur le CEP. Alors, à ce jour, il n'y a pas de questions complémentaires, Bénédicte. On a encore quelques minutes éventuellement si les personnes souhaitent en poser. Peut-être pour revenir sur le sujet du diplôme d'état d'infirmier tout à l'heure, donc après recherche, ce que tu as dit était tout à fait juste. Hein. Il est possible de faire le diplôme donc d'état d'infirmier de bloc opératoire. Par contre, pour le moment, il n'est toujours pas possible de faire le diplôme d'infirmier généraliste, en espérant qu'avec la réforme, les choses puissent évoluer en ce sens. Peut-être aussi préciser qu'il y avait une question concernant où est-ce qu'il était possible de faire un point VAE. Donc, tu y avais répondu, mais ça peut peut-être valoir le coup de rappeler qu'il y a en effet des points relais conseils, mais comme tu l'as très bien dit, qui ne sont pas accessibles dans toutes les régions. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de point relais conseil dans la région qui vous concerne, vous pouvez bien évidemment aussi faire appel au conseil en évolution professionnelle, comme tu l'avais souligné, Bénédicte. Voilà. Et il y a une question qui est arrivée entre-temps concernant le numéro de téléphone, en fait, qui est indiqué pour les rendez-vous. Donc, la question est-il spécifique au réseau EVA ou tout opérateur confondu? Donc, on peut préciser qu'il est là, pour le coup, spécifique au réseau, sachant que par contre, le site, lui, mon-cep.org, est un site qui est générique. Sachant qu'on rappelle que pour le réseau EVA, on s'adresse principalement aux personnes qui sont donc salariées ou indépendants, et que pour les salariés, ça peut être des personnes aussi qui sont en CDI, mais qui peuvent être aussi en CDD, ou qui peuvent être aussi intermittents ou intérimaires, c'est-à-dire qui peuvent être en contrat avec une interruption de contrat. Mais à partir du moment où ils sont en activité, quand ils nous sollicitent, ils peuvent tout à fait nous solliciter aussi. L'important, en fait, la règle, c'est de ne pas être accompagné par plusieurs opérateurs CEP en même temps. Donc, ne pas, par exemple, être accompagné et par Pôle emploi et par le réseau EVA, parce que ça ne va pas vous apporter beaucoup d'utilité. Donc, c'est de choisir l'opérateur avec lequel vous allez être accompagné. Voilà, ça, c'est la règle, en fait, de départ. Et c'est vrai qu'il y a des opérateurs qui sont, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, plus référents que d'autres, puisque normalement, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, c'est plutôt à Pôle emploi que vous allez vous adresser. Mais on est amené parfois aussi à accompagner des personnes qui sont cadres et qui s'orientent vers nous, parfois parce que géographiquement, c'est plus pratique pour eux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc après, tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Il y a une autre question aussi concernant lorsqu'on est en CSP, après un licenciement économique,
Les conseils sont en fait prodigués par l'APEC ou le Pôle emploi et pas le CEP. Donc, si un cadre veut transiter vers un métier non cadre, quel organisme? Alors, c'est vrai que le CSP, voilà, c'est un cadre spécifique suite à un licenciement économique. Et vous avez dû signer un contrat d'objectif, alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais un contrat d'accompagnement avec justement des objectifs à atteindre et des moyens définis pour atteindre ces objectifs-là. Alors c'est vrai que c'est un dispositif spécifique Pôle emploi ou l'APEC. Je pense, ne pas dire de bêtises, si je vous dis que parallèlement à ce dispositif-là, vous pouvez être suivi par un opérateur du conseil en évolution professionnelle si vous avez le projet, un projet de transition professionnelle. Mais il doit être peut-être défini dans le cadre de votre contrat d'objectif. Parce que comme le disait... Merci pour cette réponse. Vas-y. Comme le disait Carole, c'est vrai que l'interlocuteur privilégié pour les cadres reste l'APEC, mais vous pouvez vous choisir d'être accompagné par un autre opérateur du CEP si vous le préférez, si vous avez un projet non cadre comme c'était le cas. Voilà. Alors justement, puisqu'on est aussi dans les différents opérateurs, il y a une question concernant les opérateurs qui sont destinés aux indépendants. La personne demande s'il y a une différence entre le réseau EVA, BGE, Antea, etc. S'il y a des spécialisations selon les domaines professionnels. Donc la réponse est non. En fait, il n'y a pas. Ça dépend en fait surtout le secteur géographique. Voilà, tout simplement dans lequel vous êtes. Il y a une répartition qui est faite sur toute la France et par territoire. Donc selon où vous vous trouvez, vous allez être accompagné par exemple par le réseau EVA, ou vous pouvez l'être par Axis, ou vous pouvez l'être par Antea, mais ça dépend vraiment du secteur géographique dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si tu veux apporter un complément, Béné, sur cette question. Non. C'est parfait. Et peut-être pour terminer, on avait une question un peu plus personnelle d'une personne qui a déjà réalisé un bilan de compétences, qui demandait s'il était nécessaire pour elle de faire une VAE, sachant qu'elle était professeure des écoles et qu'elle souhaitait devenir secrétaire de mairie. Alors, j'aurais du mal à vous répondre puisqu'il faudrait que j'en sache un peu plus sur votre situation. Mais comme je le disais, la VAE, alors ça peut être une fin en soi, si je peux le dire comme ça, parce que l'objectif de la VAE, ça peut être tout simplement une reconnaissance personnelle. Hein. J'ai une expérience dans un domaine et j'ai envie pour moi-même de la faire reconnaître par un diplôme, mais c'est souvent une VAE, une démarche VAE, c'est souvent un moyen pour atteindre un objectif. Donc, si la VAE vous permet d'atteindre un objectif, je vais vous dire oui. Si vous souhaitez aller vers le secrétariat et que vous pouvez attester d'expérience dans ce domaine d'activité, oui. Après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément le moyen le plus adapté. Merci Bénédicte. Je pense et j'espère n'avoir oublié personne dans les questions qui ont été posées. Si c'est le cas, je m'en excuse. En tout cas, on vous remercie pour votre présence et votre participation active. J'ai bien noté que dans le sujet de la valorisation des compétences et des expériences, on a, c'est vrai, choisi de zoomer sur la validation des acquis et sur Cléa, mais qu'il y a d'autres manières d'aborder ce sujet. Donc, en tout cas, on a pris note des besoins que vous pourriez avoir sur ce sujet-là et on vous proposera très certainement prochainement un webinaire où on pourra aborder ces questions de valorisation, mais autrement. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Bénédicte pour ton intervention. Merci à toi et merci. Ton animation. Merci. Merci à tous de votre participation et attention. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.